The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Quel avenir pour l'agriculture européenne? C'est la question à laquelle le dialogue stratégique initié par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait pour mission de répondre. De mars à septembre, toutes les parties prenantes de la chaîne agroalimentaire européenne se sont réunies sous la présidence indépendante du professeur Peter Strohschneider. Objectif, envisager la pérennité à long terme du secteur sous l'angle de la durabilité, aussi bien économique qu'environnementale et sociale. Quel bilan dresser de ces 7 mois de travaux? On en parle dans ce 46e épisode de Nourrir l'Europe. Le dialogue stratégique, nous vous en avions parlé au moment de son lancement en mars dernier dans le 41e épisode de Nourrir l'Europe, épisode que vous pouvez toujours écouter en ligne. Il s'agissait d'une longue interview du professeur Strohschneider que nous avons de nouveau le plaisir d'accueillir dans ce podcast. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue dans Nourrir l'Europe. Nous enregistrons cet entretien au sortir de la conférence de presse au cours de laquelle vous avez remis votre rapport sur le dialogue stratégique à la présidente de la Commission. Dans cette conférence de presse, vous avez évoqué une centaine de réunions avec les nombreuses parties prenantes pour dégager un consensus. La dernière fois que nous avons échangé, vous étiez au tout début de ce processus. Comment vous sentez-vous au terme de ce marathon de 7 mois à la tête du dialogue stratégique ? Je suis un peu fatigué, bien sûr. Je suis en train de redescendre d'une certaine manière. Mais je dois dire que je me sens très bien. L'expérience que j'ai vécue a été extrêmement instructive, tant en ce qui concerne le contexte agroalimentaire et agro-environnemental que le fonctionnement de la machine bruxelloise à élaborer des politiques. Et du point de vue de l'intérêt que je manifeste depuis 2 ans à l'organisation et à la sociologie, c'était vraiment fascinant. Quelle a été la valeur ajoutée du dialogue stratégique ? En fin de compte, je pense qu'il a permis faciliter, pour ainsi dire, de nouvelles coalitions pour les communautés agricoles et pour les organisations de défense. Le consensus qui s'est dégagé du dialogue stratégique indique qu'il est possible de créer de nouvelles alliances de défense politique au-delà des anciennes dichotomies, pour ainsi dire, entre les agriculteurs et les ONG, entre la protection des consommateurs, les détaillants et les commerçants. Le point commun est qu'ils sont tous, et à juste titre, convaincus que le poids également financier des systèmes agroalimentaires dans notre économie globale doit augmenter. Je veux dire que le poids du secteur a constamment diminué au fil des décennies et qu'il est impossible de penser que cela continuera éternellement. Lors de notre précédente rencontre, les manifestations paysannes étaient symptomatiques de l'insuffisance des revenus agricoles et de la lourdeur bureaucratique associée aux aides de la politique agricole commune. La Commission européenne a réagi en réduisant considérablement les formalités administratives imposées aux agriculteurs, notamment en matière de respect de l'environnement. Dans quelle mesure l'Europe doit-elle donc choisir entre économie et environnement ? What I think it is all about is Je pense qu'il faut se défaire de cette fausse dichotomie entre les aspects économiques
et environnementaux. Je suis vraiment convaincu qu'il s'agit d'une dichotomie idéologique. Se débarrasser de cette fausse dichotomie signifie intégrer fonctionnellement les aspects environnementaux et les aspects économiques sur le terrain de l'exploitation agricole individuelle, et cela est possible en incitant, en récompensant et en encourageant les contributions des agriculteurs au service écosystémique. Cela signifie qu'il faut faire de la séquestration du carbone une activité économique. De même, pour la préservation de la qualité de l'eau, de la qualité des sols, de la biodiversité, et ainsi de suite. Dans l'épisode précédent de Nourrir l'Europe, nous nous étions concentrés sur l'élevage à l'occasion de la foire agricole de Libramont en Belgique. Nous étions allés assister à des concours de beauté bovine, nous avions échangé avec les éleveurs et découvert les bonnes pratiques du secteur, avec en toile de fond la désaffection des consommateurs pour la viande, que ce soit pour des raisons idéologiques, environnementales ou de santé. Dans quelle mesure le dialogue stratégique a-t-il abordé la question controversée de l'élevage et de la consommation de viande en Europe ? Il y a un large consensus au sein du dialogue stratégique pour dire qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'élevage, ou pour ou contre la consommation de viande. Personne ne prône le véganisme ou le végétarisme, du moins pas dans le cadre du dialogue stratégique. Ce n'est pas la question. Il s'agit beaucoup plus de répartir équitablement le bétail entre les pays. On peut bien sûr adopter une approche réglementaire qui consiste à limiter le bétail à certains aspects et à certaines zones. On peut aussi adopter une approche qui passe par la demande. Et le côté de la demande relie alors l'argument de la durabilité à celui de la santé publique, parce que nous consommons trop de viande au regard des recommandations sanitaires. Professeur Peter Stroh-Schneider, merci beaucoup d'avoir partagé vos conclusions dans Nourrir l'Europe. Merci à vous. S'il est un mot au cœur du dialogue stratégique, c'est bien celui de durabilité. Durabilité économique, sociale et environnementale. L'impératif environnemental d'avoir des systèmes agricoles moins polluants est évident. Mais en participant au dialogue stratégique, Greenpeace a dû équilibrer sa propre liste de souhaits avec celle de nombreuses autres parties prenantes. Marco Contiero, qui représentait Greenpeace dans les discussions, est à mes côtés. Bonjour et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Merci beaucoup pour l'invitation. Quel a été, pour vous, l'accomplissement le plus marquant du dialogue stratégique en tant que processus ? Clairement, le fait d'arriver à un accord. Ce n'était pas du tout facile et au début, je ne peux pas dire que j'étais optimiste par rapport au fait qu'on serait arrivé à obtenir cet accord. Ça, clairement, c'est quelque chose de très important. C'est aussi important, et m'a fait plaisir, d'arriver à voir qu'en parlant, en affrontant même les sujets les plus délicats, on a pu arriver à s'accorder sur un texte qui n'est pas fait seulement des phrases assez politiquement correctes, même s'il y en a, mais on a pu vraiment aborder des sujets très complexes et on est arrivé à des accords sur ces sujets très complexes. Et donc ça, c'est clairement, ça fait partie de la valeur ajoutée que ce rapport a par rapport à d'autres. Et cette approche constructive était commune à tous les participants ? Quelque chose qui m'a clairement déçu, c'est de voir certains acteurs qui ont participé au dialogue ou participer sans vraiment rien dire ou en disant très très peu, en participant très peu ou en n'étant pas présent pour la majeure partie des meetings. Et surtout, le problème est que ces partis ont décidé à la fin du processus de soulever des problèmes de fond sur le processus, des problèmes qui auraient dû être soulevés au départ. Et je ne suis pas en train de parler des représentants des syndicats agricoles qui ont participé tout le temps et se sont très bien engagés. Quelles étaient les motivations, selon vous, de ceux qui ont tenté de perturber ce dialogue stratégique ? Pourquoi ils ont fait ça ?
Probablement parce que quand on s'approche d'un débat aussi important et délicat comme celui-ci, c'est possible que certains groupes, associations aient des agendas stratégiques clairs et leur but soit de saboter le procès. Vous utilisez un mot très fort. Donnez-nous au moins une idée du ou des groupes qui ont adopté cette approche. Un aspect de ce dialogue a toujours été la confidentialité parce que justement c'est important de construire entre nous une confiance et donc je pense que c'est important de maintenir cette confiance et je ne veux pas expressément déclarer. Dans quel domaine pensez-vous que les résultats du dialogue stratégique ouvriront de nouvelles perspectives pour l'agriculture et l'alimentation en Europe ? On a deux exemples. Le premier est qu'on a tous concordé qu'il faut arrêter de donner des financements publics via la politique agricole commune aux agriculteurs sur la base de leur taille et pas sur la base de leurs besoins. Qu'il faut aider les agriculteurs qui ont plus besoin d'un point de vue financier et économique. L'autre chose sur laquelle on est arrivé à trouver un accord, et je trouve que c'est très important, c'est que les Européens consomment trop de protéines d'origine animale et il faut accélérer le changement vers des régimes alimentaires à base de plantes. Et aussi qu'il faut arriver à faire face aux problèmes environnementaux et climatiques et de santé publique causés par l'élevage surtout industriel, principalement dans les régions où il y a une forte concentration d'animaux. C'est un point que le professeur Strohschneider a soulevé plus tôt à propos de l'impulsion à donner à ce changement dans la consommation alimentaire. Il a également évoqué les protestations des agriculteurs au moment du lancement du dialogue stratégique, soulignant que nous ne devions pas considérer l'agriculture comme un choix entre l'économie et l'environnement. J'aimerais revenir avec vous sur la réponse de la Commission européenne à ces protestations. Est-ce que le fait d'alléger certaines exigences environnementales n'était pas compréhensible après tout, étant donné la précarité financière de nombre d'agriculteurs ? On était clairement très déçus par la décision de la Commission de réformer la politique agricole commune et enlever la plupart des dernières mesures environnementales qui restaient. Et ça, c'était une décision politique prise parce qu'il y avait les élections européennes. Et cette réforme n'a pas amené des solutions aux problèmes, aux vrais problèmes qui étaient derrière les manifestations des agriculteurs. Mais la réalité est qu'ils sont descendus dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois avec suffisamment de fonds pour maintenir des familles. Ça, c'est le problème. Et ces problèmes n'ont pas du tout été résolus par la réforme de la PAC. Et maintenant que les élections européennes sont passées, quelle est la voie à suivre ? Je trouve que la décision de tous ensemble s'accorder sur le besoin de terminer l'approche actuelle de la politique agricole commune qui donne l'argent sur la base des hectares qu'une exploitation a, à la place de regarder si une exploitation, un entrepreneur a ou pas besoin d'un soutien social, est un changement de route très important. À partir de maintenant, on voudrait donc dans la prochaine réforme de la PAC que une partie de l'argent de la PAC soit dédiée à aider les agriculteurs qui sont dans le besoin et pas à des propriétaires de terres ou à des exploitations qui n'ont aucun souci financier et qui ne devraient pas donc recevoir du chômage ou une autre forme de subside public. Marco Contiero de Greenpeace, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était pour moi aussi un plaisir. Merci. La Confédération générale des coopératives agricoles, plus connue sous son acronyme COGECA, représente les coopératives de l'agroalimentaire, de la sylviculture et de la pêche au niveau de l'Union européenne. Récemment élu à sa tête, le Suédois Lennart Nilsson a participé au dialogue stratégique et il est à nos côtés dans Nourrir l'Europe. Bienvenue Lennart Nilsson. Quelles étaient vos attentes à l'annonce du dialogue stratégique ? Nous sommes partis d'objectifs législatifs difficiles à atteindre dans le cadre du programme de la ferme à la table et du pacte vert et aussi d'un mécontentement sur le terrain.
Nos membres craignaient pour l'avenir et avaient beaucoup d'incertitudes sur la manière de mettre en place la transition demandée par les institutions. Les attentes étaient donc élevées, notamment en ce qui concerne la nécessité de repositionner l'agriculture et l'alimentation en tant qu'atout stratégique pour l'Europe et de dépolariser les discussions avec les institutions européennes et la société. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le déroulement du dialogue stratégique? Beaucoup de choses. Je venais d'être élu président de la COGECA lorsque j'ai été appelé à me rendre au Berlaymont quelques jours plus tard. Je ne m'attendais peut-être pas à ce que nous ayons autant de réunions. Je pense que nous avons accompli en 7 mois l'équivalent de 4 années de travail. Et je ne m'attendais certainement pas à l'implication très forte de tous les participants, ni à l'engagement et à l'intérêt pour notre travail. Ça a été une bonne surprise. Je pense que ça a montré un changement d'approche dans la façon de discuter des questions agricoles. J'espère qu'on pourra continuer à le faire et à inclure nos membres et nos agriculteurs. Qu'est-ce que votre organisation voulait obtenir en participant au dialogue stratégique? Repositionner l'agriculture en tant qu'atout stratégique pour l'Europe. Nous voulions remettre la sécurité alimentaire, la compétitivité et le revenu des agriculteurs au centre des politiques de l'Union européenne. Et je suis heureux que le dialogue stratégique ait approuvé ce message et que les coopératives agricoles que j'ai représentées aient également un rôle à jouer dans le renforcement de la position de l'agriculteur dans la chaîne de valeur et dans la stimulation de la production durable et de la compétitivité durable de notre secteur. Je pense donc que nous avons accompli certaines choses et que le rapport contient des messages importants. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire pour maintenir une PAC forte et simplifiée qui garantisse la sécurité alimentaire et les revenus. Toutes ces questions concernent le rôle de l'élevage et des régimes alimentaires. Mais nous sommes particulièrement satisfaits du discours de la présidente von der Leyen lors de la présentation du dialogue. Elle a déclaré qu'il n'y avait guère de secteur plus important pour notre continent que l'agriculture. Vous avez évoqué très brièvement la question de l'élevage et de l'alimentation. C'est un sujet qui tient à cœur aux membres de votre organisation, alors même que les consommateurs sont incités à réduire leur consommation de viande. Les éleveurs sont-ils prêts à accepter et à s'adapter à ce changement sociétal ? Je pense que si nous envisageons des améliorations dans la manière dont nous produisons et dont nous élevons notre bétail, etc., il y aura une acceptation. Mais bien sûr, la liberté de choix est importante et quel que soit le régime choisi, il est important qu'il soit produit en Europe. Je suis convaincu que nos agriculteurs et nos coopératives agricoles sont en mesure de répondre aux attentes des consommateurs. Comment comptez-vous rallier vos membres aux résultats du dialogue stratégique ? En fait, nous avons siégé avec 29 personnes représentant des milieux très différents. J'espère qu'il s'agit des prémices d'une nouvelle façon d'élaborer des politiques. C'est important pour nous de rassurer nos agriculteurs et nos coopératives quant à l'issue positive, car ce n'est que le début d'un processus. Il est important maintenant que nous allions dans la même direction et que nous construisions une vision de l'agriculture européenne qui soit alignée à la fois sur la vision du dialogue stratégique, mais aussi sur la réalité du terrain pour nos agriculteurs et nos coopératives agricoles. Lennart Nilsson, président de la COGECA, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous avons donc entendu le président du dialogue stratégique, un représentant de Greenpeace, le président d'une organisation de coopératives agricoles. Nous nous tournons maintenant vers l'industrie alimentaire qui joue un rôle crucial dans la stimulation de la croissance économique et la création d'emplois en Europe. Dirk Jacobs est le directeur général de Food Drink Europe. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici. Merci. Pour commencer, quels sont les principaux enseignements que vous tirez du dialogue stratégique ?
Eh bien, je pense que la première observation est qu'en écoutant les autres, nous avons découvert qu'en fait, nous partageons beaucoup de points de vue similaires sur ce qui peut être fait en termes de changement de nos pratiques, en termes d'amélioration de la durabilité, etc. Nous n'étions donc pas si éloignés les uns des autres. Un deuxième point important est que nous parlons de transition. Et par définition, la transition est un processus. Nous avons appris à comprendre que les différents acteurs de la chaîne et du système alimentaire ont des vitesses de transition et des besoins de transition différents. Il est donc essentiel de réunir tous ces éléments. Ce qui a été très frappant, c'est que nous avons appris à comprendre qu'en plus de la dimension environnementale de la durabilité, nous devons également prendre en compte la dimension sociale et économique et que le fait d'établir des liens contribuera à dépolariser certaines discussions, car on est tous engagés dans les mêmes objectifs. Mais on a compris également que ce processus doit être construit avec les garanties et les mécanismes nécessaires pour s'assurer qu'il s'adapte bien à tous les acteurs qui doivent le mettre en œuvre. Est-ce que certains aspects auraient pu être davantage explorés, selon vous, dans le cadre du dialogue stratégique ? Je pense que nous avons couvert beaucoup de terrain et il est toujours difficile de tout couvrir. Nous aurions peut-être pu approfondir un peu plus la question de l'innovation. Je pense que nous avons beaucoup discuté de l'innovation, mais nous ne sommes pas vraiment entrés dans le détail des types d'innovation et de technologies qui peuvent vraiment avoir le plus grand impact. J'aurais donc aimé passer plus de temps sur ce sujet et voir comment nous pouvons stimuler la collaboration publique-privée à cette fin. Il en va de même pour le commerce. Nous avons beaucoup discuté des implications commerciales, mais je pense que nous devrions également nous pencher davantage sur les opportunités que le commerce apporte dans l'environnement géopolitique actuel. Et nous pouvons encore le faire. Nous suggérons de poursuivre ce dialogue et de l'approfondir à l'avenir. En quoi est-ce que le dialogue stratégique se distingue d'autres forums ou processus d'engagement auxquels vous avez participé par le passé ? Il s'agit vraiment d'un exercice sans précédent qui demande aux parties prenantes de partir d'une feuille blanche, de discuter de questions tout à fait existentielles sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation, et qui nous oblige à dépasser nos positions et nos points de vue établis. Je pense que la Commission européenne a pris un certain risque en s'engageant dans un tel processus. Mais en même temps, cela a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, du moins de mon point de vue, et de nouvelles relations que nous avons construites. Je pense donc que ce processus a été très positif en tant que point de départ et je tiens vraiment à insister sur le fait qu'il s'agit d'une première étape. Nous devons maintenant le traduire en actions concrètes et en suivi, sinon il s'agira d'un des nombreux rapports qui iront à la poubelle ou au fond d'un placard du Berlaymont. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce ne sera pas le cas ? Je pense qu'il est juste de dire que ce rapport marque déjà un changement significatif par rapport aux approches consultatives précédentes, en plaidant plutôt pour une stratégie plus collaborative, inclusive et également axée sur le marché pour l'agriculture et l'alimentation. Nous aurons des points de vue différents sur le comment, mais je pense qu'avec ce rapport, nous avons déjà tracé une voie commune sur le quoi. Et oui, ayons des désaccords de temps en temps sur le comment, mais assurons-nous que l'esprit demeure. Et l'esprit, c'est que nous pouvons tous le faire, que l'agriculture et l'alimentation sont stratégiques, importantes pour la société et qu'il y a un énorme défi à relever pour aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Et nous ne pouvons le faire qu'ensemble, avec des conditions favorables, telles que le financement, l'innovation et une meilleure compétitivité de la chaîne agroalimentaire dans son ensemble. Et si nous faisons avancer cette idée tous ensemble, discutons des petits détails ici, là, en public, tout en avançant sur cette voie, cela fera sens pour nous tous. Dirk Jacobs de Food Drink Europe, merci d'avoir partagé votre ressenti sur cet exercice inédit. C'était un grand plaisir. Merci.
Et c'est sur cette note positive que s'achève l'épisode de rentrée de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les défis que relèvent au quotidien les agriculteurs européens et les communautés rurales des 27, n'hésitez pas à consulter le catalogue de Nourrir l'Europe en 3 langues sur les principales plateformes de podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Nourrir l'Europe. D'ici là, comme toujours, mangez local et de saison et bien sûr, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.